Je vais essayer d'être court, mais je vais vous donner quand même quelques éléments sur la situation de l'année écoulée. Madame la sous-préfète, merci d'être venue aujourd'hui à ces vœux. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parmi nos invités. Monsieur le député Marty est absent aujourd'hui puisqu'il m'a téléphoné il y a quelques minutes comme quoi il était dans l'impossibilité de venir nous rejoindre. Monsieur le sénateur Grosdidier devrait arriver à 18h05, il venait de Paris, il s'est arrêté à Metz et je ne sais pas s'il aura l'occasion d'être présent, mais dans tous les cas je le souhaite. Je salue bien évidemment Madame la conseillère départementale Janine Bervillers, Madame la conseillère départementale Madame Herzog, que j'ai eu l'occasion d'accueillir tout à l'heure, les représentantes du sénateur Jean-Luc Masson, Monsieur le commandant Donatin, ancien chef du centre de secours de Château-Salins, qui est maintenant remplacé par le lieutenant Cher, qui nous vient de la ville de Folcon. Monsieur le commandant de la communauté de brigade de gendarmerie de Château-Salins, l'adjudant-chef Stéphane Kuhn, je te remercie d'être parmi nous aujourd'hui, et de l'adjudant Fafin. Je salue également Madame la principale adjointe du collège de la Basse-Pierre, que j'ai aperçue tout à l'heure, Madame la directrice de l'école primaire maternelle de Château-Salins, Madame la directrice de l'hôpital de Château-Salins, Monsieur le président du parti en Thaïlande, le président de l'association Saint-Vincent, il est parti en Thaïlande il y a 2 jours de ça, et je crois que Madame la directrice de l'EHPAD doit être présente aujourd'hui. Mesdames et messieurs les chefs d'établissement, des services publics, je salue également les jeunes conseillers municipaux, je sais qu'il y en a qui sont malades, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs les maires, le maire de Vic, Philomène, chers collègues d'Actioncourt et d'autres que j'ai vus, le maire d'Amnécourt, le maire de Grimsey, le maire de Gerbécourt que j'ai vu aussi, le maire de Mélange et peut-être d'autres maires que je verrai tout à l'heure. Dans tous les cas, je remercie d'être présent aujourd'hui à ces vœux. Je salue également Maître Solaire, notaire de Dieuze, qui nous fait l'honneur de sa présence également aujourd'hui. Mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, les commerçants et artisans, mesdames et messieurs les présidents et bénévoles des associations sportives, culturelles, je salue par ailleurs Cécile Margalet, la nouvelle présidente du conseil de fabrique, les membres des associations patriotiques, je salue les porte-drapeaux qui sont déjà présents. Je salue également les membres de l'association des jeunes sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs également en vos grades et qualités, chers amis. Je vous remercie toutes et tous d'avoir une nouvelle fois répondu aussi nombreux à mon invitation pour vivre une cérémonie certes traditionnelle, comme vous la connaissez tous, mais dont la dimension conviviale et humaine ne vous a pas échappé. Je voulais aussi vous remercier pour ce que j'appellerais une certaine fidélité à ces vœux, qui sont un moment important, un moment où chacun d'entre nous peut partager, échanger et finalement se retrouver sur des idées ou même des projets. Ce moment important est l'occasion pour moi de vous présenter le bilan de toutes les réalisations de l'année écoulée. Et Madame Munier, la directrice générale des services, vous a déjà donné des éléments chiffrés qui vous permettent d'apprécier l'investissement financier de la commune malgré une baisse importante des dotations d'État. Alors sur cette baisse des dotations d'État, je vais y revenir un petit instant, mais je ne vais pas enfoncer le clou comme toutes les années. Mais pour vous expliquer qu'il va falloir quand même se résigner à faire de sérieuses économies, qui pourraient, à mon sens, si le garrot ne se desserrait pas, compromettre peut-être la qualité de notre service public.
car l'État a demandé aux collectivités territoriales de réduire son train de vie indirectement et de trouver des solutions pour limiter les dépenses de fonctionnement, alors que, vous le savez, la ligne budgétaire la plus importante dans un budget communal, c'est la masse salariale. Personne ne conteste la nécessité de réduire ces dépenses publiques. Et il est bien normal que les collectivités locales participent et contribuent à cet effort. Mais le calendrier que nous impose le gouvernement pour absorber l'ampleur de cette baisse est très difficile à supporter. En 3 ans, l'État a réduit d'1 tiers sa dotation, dans tous les cas, pour notre part. Qu'est-ce que nous avons fait face à cette situation? Tout d'abord, nous n'avons pas remplacé les fonctionnaires des services techniques qui partaient en retraite, et nous nous sommes résignés dans un premier temps à les remplacer par des contrats aidés que certains de mes collègues connaissent, des contrats aidés dont le salaire et les charges sont pris en charge à 75% pour 25 heures de travail par semaine par l'État. Et au-delà de ce volume horaire, c'est la commune qui prend le surplus. Cela se traduit aussi par une réorganisation de nos services, l'optimisation de nos achats, c'est ce que Mme Munier a rappelé tout à l'heure dans son propos, la rationalisation de nos missions, les économies d'énergie notamment, par la gestion de nos installations électriques et thermiques, par des sociétés privées, je salue d'ailleurs la société Eiffage et probablement Dalkia qui se trouve parmi nous, et par un investissement judicieux dans du matériel à économie d'énergie. Nous dégageons ainsi des marges de manœuvre nécessaires pour tenter d'équilibrer le budget sans renier à la qualité des services publics. Équilibrer le budget, c'est trouver chaque année des dizaines de milliers d'euros d'économies pour compenser ce déficit de recettes. Malgré tout, le compte n'y est pas et la compensation pour respecter l'équilibre budgétaire nous a contraints, pour la première fois depuis 15 ans, à augmenter les impôts. Effectivement, je dois l'avouer qu'augmenter les impôts, ce n'est pas très populaire. Mais j'ai quand même proposé au conseil municipal de ne pas toucher à la cotisation foncière des entreprises afin de ne pas pénaliser ni les entreprises, ni les commerçants, ni les artisans qui, eux aussi, connaissent des moments difficiles. Réduire les dotations et dans un même temps augmenter les dépenses des collectivités territoriales, c'est leur assurer quand même une certaine fragilité financière, alors que le gouvernement continue à vider les communes de leur substance, sur le plan juridique évidemment, en transférant certaines de leurs compétences au profit de l'intercommunalité. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, la preuve. On peut très bien avoir un transfert de compétences qui permettent de mutualiser les moyens humains et aussi les moyens matériels. Mais il faut laisser une certaine liberté d'action aux communes et ne pas transférer toutes les compétences. Dans tous les cas, il faut laisser une certaine autonomie aux communes. Imaginez un seul instant que toutes les compétences d'une commune soient transférées au profit de l'intercommunalité. Quel serait l'intérêt de maintenir un maire, des adjoints, un conseil municipal, si ce n'est que de régler les affaires courantes? Imaginez aussi que l'aménagement de votre commune soit organisé par des élus de la communauté de communes, sans tenir compte des spécificités territoriales particulières de cette même commune. Imaginez également que vos futurs conseillers communautaires soient élus sur des listes indépendantes des listes municipales. Peut-être que nous serions confrontés à une situation ubuesque où aucun élu municipal ne siégerait au conseil communautaire et ces mêmes élus décideraient de l'avenir des communes sans siéger à un seul conseil municipal. Si vous ne l'avez pas imaginé, d'autres l'ont imaginé et l'ont même suggéré. Heureusement, ces propositions n'ont pas été retenues. C'est le cas pour l'élection au suffrage universel direct des élus communautaires.
et également le plan local d'urbanisme intercommunal qui nécessite quand même une minorité de blocage pour maintenir l'aménagement du territoire dans le giron de la commune. Malgré tout, je ne doute pas que la commune, en tant qu'entité territoriale, subsiste pour que les élus que nous sommes soient au plus près de la réalité de leurs administrés et de leurs préoccupations, car les habitants, et ça c'est vérifié, ont besoin au quotidien d'un service public de proximité. Si l'investissement des communes contribue à moderniser et à redynamiser un territoire, il reste avant tout soumis à la bonne santé financière de la ville. L'état de nos finances laisse apparaître encore un excédent de fonctionnement de plus en plus réduit. Et celui-ci sert à couvrir le déficit d'investissement. Et malgré les économies réalisées sur la masse salariale, malgré les économies sur les dépenses énergétiques, il nous faut systématiquement faire le point pour pointer les dépenses trop importantes. J'allais dire même des dépenses inutiles. Quand je dis inutiles, elles deviennent inutiles lorsque l'argent se fait rare. Il faut alors réduire nos dépenses, consolider notre excédent et répondre aussi à l'obligation de maintenir la qualité de notre service public. Comme je vous le disais en préambule de ce discours, cette année, nous avons investi de manière très mesurée, mais nous avons particulièrement investi dans du matériel économique d'énergie en ce qui concerne l'éclairage public et réduit l'amplitude de l'intensité des heures d'éclairage. Je ne voudrais pas vous faire l'affront de vous rappeler ce que vient vous présenter Madame Munier, mais il me semble important de s'attarder sur quelques projets qui me semblent particulièrement importants. Effectivement, c'est un investissement sur l'économie d'énergie que je viens de vous rappeler, de l'ordre de 53 000 €, financé tout d'abord par le ministère de l'Environnement dans le cadre du TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, également du fonds de soutien à l'investissement local. Reste à notre charge 10 000 € environ, 53 000 € le coût de la dépense, et il nous reste 10 000 € environ. Je remercie par ailleurs Madame la sous-préfète de nous avoir particulièrement gâtés sur les projets qui étaient éligibles. Et je vous remercie encore pour le geste que vous avez fait à l'égard de la commune de Château-Salins. Autre investissement plus déterminant pour les infrastructures, c'est l'achèvement, enfin, des travaux du gymnase. Depuis 2 ans, 2 autres tranches ont pu être réalisées, et la dernière tranche sera terminée au premier semestre de cette année. Il s'agit de la toiture et du tapis de sol, et se termine enfin la réhabilitation des vestiaires. Il ne restera à mettre en place qu'une nouvelle sonorisation et un éclairage moins énergivore et plus performant. Le montant de ces travaux, vestiaires compris, 263 000 €, qui seront financés à hauteur de 157 000 € pour la ville, et l'État nous alloue une subvention de 106 000 € environ. Oui, pas du mal de l'État. La nouvelle région Grand Est a été également un de nos partenaires financiers qui nous a versé une subvention de 20 000 € pour des travaux de voirie. Pour ce qui concerne le conseil départemental, merci François de ta présence. Je ne vais pas d'excès de vitesse, je pense. Pour ce qui concerne le conseil départemental, qui est et reste notre partenaire privilégié, le partenaire incontournable des communes, même si ces interventions financières à l'endroit des communes ont été modifiées parce que cette collectivité doit aussi faire face à une réduction des dotations de l'État. Il s'avère néanmoins que nous sommes particulièrement aidés sur des projets importants, notamment sur de la voirie. Je voudrais d'abord remercier le président du conseil départemental, Patrick Weiten, qui est aussi représenté par Janine Berviller. Merci Janine, et je compte sur toi pour soutenir nos projets.
Nous avons besoin de votre argent. Voilà. C'est le mien aussi, c'est celui de tout le monde, mais c'est vous qui nous le donnez. Nous avons sollicité effectivement le conseil départemental à hauteur de 255 000 € pour la réalisation de la voirie et de l'assainissement d'Arublaï, qui devrait nous coûter 428 000 € avec l'enfouissement. Autre réalisation, mais cette fois-ci contrainte par sa fragilité, c'est le bâtiment de l'église. Et comme vous le savez, en Alsace-Moselle, la loi de 1905 de la séparation de l'église et de l'État ne s'applique pas, et les collectivités territoriales sont tenues de contribuer au financement des constructions et l'entretien des lieux de culte, notamment en cas d'insuffisance des ressources du conseil de fabrique. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons déjà inscrit une ligne budgétaire pour amorcer un projet de restauration qui sera centré, d'une part, sur la sauvegarde de l'édifice, avec tout d'abord l'assainissement de l'édifice, la pérennisation des structures et la préservation des murs qui présentent un danger pour les riverains et qui entraînent le trottoir d'une dérive. Peut-être allons-nous faire appel à la générosité publique. Je sais que chez toi, mon cher Jérôme, tu fais appel à la générosité publique et je pense que tous ceux qui se sentent concernés de près par la préservation de notre édifice, nous aurons l'occasion d'en parler et vous serez évidemment conviés à donner un peu de votre générosité au profit de l'Église. C'est un projet qui s'inscrit sur plusieurs années dont les travaux sont particulièrement importants. Vous avez rencontré l'architecte qui nous a fait un portrait des travaux qui sont financièrement difficilement soutenables actuellement. Et pour cette année, nous allons démarrer sur les travaux de confortement des murs et un rejointement des plus grandes fissures que vous avez pu voir, comme je le disais tout à l'heure, vu de l'année dernière. Ce qui me paraît important aussi de dire aujourd'hui, et je voudrais insister sur ce point, c'est que Château-Salins ne doit pas être regardé, considéré comme la capitale administrative du Saulnois. Effectivement, nous avons la scolyture qui est devenue maison de l'État, le siège de la communauté de communes, l'hôtel des finances et la gendarmerie, et bien d'autres services qui sont encore sur Château-Salins. C'est réduire la ville à ses services administratifs. Même si, comme je vous le disais, nous sommes très heureux d'accueillir et de préserver ces services, alors qu'il existe une réelle économie. C'est une économie de production et de services, avec toujours une garantie, une stabilité d'emploi sur notre commune. Et je considère que cette économie est une économie de territoire, celle du Saulnois, car la compétence économique appartient désormais à la communauté de communes. Et pour illustrer mon propos, je ne citerai que quelques exemples. Tout d'abord, l'usine Sénagral, implantée dans notre ville depuis 1994, chère au Castel-Salinois, entreprise agroalimentaire qui rayonne sur un secteur international et qui est devenu le leadership sur le marché du yaourt. C'est 200 salariés en CDI et 17 contrats intérimaires. Et je voudrais saluer M. Grandjean qui est parmi nous ce soir, le nouveau et jeune directeur de cette société qui a gravi, comme je le disais tout à l'heure, pas à pas les échelons de sa hiérarchie au point de devenir maintenant le directeur de l'usine Sénagral à Château-Salins. Ce que nous propose Sénagral, c'est un projet de développement et de diversification par un investissement de près de 11 millions d'euros sur 3 ans avec une consolidation des emplois et une prochaine création d'emplois dans le temps. Et nous sommes, et M. Grandjean, vous le savez très bien, particulièrement heureux que Sénagral investisse à Château-Salins. Et cette perspective dénote vraiment la volonté de l'entreprise de se maintenir sur notre secteur de manière durable. D'accord. Merci à Sénagral de nous faire confiance. Dans tous les cas, nous espérons rapidement que ce projet
puisse se réaliser. C'est aussi GF Moselle, spécialisé dans la construction agricole et industrielle, dans la préfabrication béton avec une vingtaine de salariés. Hexagra, société de négoce agricole, qui emploie aussi une dizaine de salariés. Alubat, que j'ai vu tout à l'heure, Fabrice Perrosé, son patron, innovateur dans les travaux de menuiserie métallique avec 7 salariés. TBI, spécialisé dans les travaux d'installation électrique. La menuiserie et l'agencement du Saulnois, Daniel Amand et son collègue, une menuiserie artisanale. Et les sociétés, je n'oublie pas, Match, Lidl, qui elles aussi sont les garants de l'emploi sur notre secteur. Je voudrais également vous parler de l'hôpital de Château-Salins, connu pour avoir été l'hôpital d'arrondissement, avec, vous le connaissez tous, ces fameuses façades en briques rouges, qui lui donnent ce petit cachet historique, qui est cher aussi au personnel de cet hôpital, et qui a été repris par SOS Santé il y a quelques années. Une centaine de personnes y travaillent. Au quotidien, il comporte 84 lits répartis sur un service de médecine de 19 lits, comportant des lits de soins palliatifs, un service de soins de suite et de réadaptation de 20 lits, une unité de soins de longue durée de 30 lits, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 15 lits. En parallèle, un service de portage de repas à domicile couvre le territoire de l'ancien canton de Château-Salins. C'est aussi un centre hospitalier qui s'est diversifié dans sa consultation spécialisée, avec un service radiologie, cardiologie, chirurgie orthopédique, ORL, urologie, dépistage MST, pneumologie, angiologie, phlémologie, neurochirurgie et chirurgie digestive, et qui devrait quand même investir très prochainement dans un projet d'extension avec la restructuration du service de médecine et de moyens séjours pour un montant, on espère, de plus de 8 millions d'euros. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. Mais c'est à l'Agence régionale de santé que revient cette décision de soutenir financièrement ce projet. Et nous sommes élus locaux, élus nationaux, nous devons de soutenir cet établissement qui regroupe une véritable offre de santé en milieu rural. Et j'ai eu l'occasion d'assister aux réunions organisées par la direction générale, et je voudrais encore remercier Mme Rouillard, que j'ai vu tout à l'heure, directrice de l'hôpital, de m'y avoir convié. Et je crois que ce projet d'extension conforte l'établissement non seulement dans son équilibre budgétaire, fait rarissime pour un établissement hospitalier, mais le conforte également dans son maintien sur notre territoire, alors que l'on dénonce par-ci par-là, depuis toujours, le désert médical dans nos campagnes. Comment aussi ne pas parler de l'association Saint-Vincent, l'EHPAD qui s'est modernisée, restructurée, en améliorant l'accueil, la salle à manger, les salles de repos, de loisirs, la cuisine, les chambres, par un investissement très lourd, avec l'aide, bien sûr, du conseil départemental. Une cinquantaine de personnes qui travaillent aussi au quotidien, et l'EHPAD accueille également une unité de soins Alzheimer. D'ailleurs, je voudrais saluer, comme je le fais lorsque je l'exprime lors des réunions du conseil d'administration de l'EHPAD, saluer le travail au quotidien du personnel soignant, technique et administratif, qui se dévoue non seulement pour l'établissement, mais aussi pour leurs pensionnaires. Sur un autre sujet, l'année 2016 a été riche en événements. Vous savez, des événements douloureux par la nature de leurs actes et leur barbarie. La France a été frappée par le terrorisme. Un terrorisme religieux, extrémiste et qui tend à empêcher toute forme d'expression démocratique et de liberté. Notre culture est en cause et notre mode de vie ne correspond pas à leur carcan moyenâgeux. Notre pays était victime de la terreur, de la peur que peut susciter l'effet de foule. Les manifestations sportives, culturelles sont encadrées, sécurisées, même parfois interdites ou annulées. Nous vivons depuis quelques années dans le spectre du tout sécuritaire. Il faut nous y habituer, parce qu'il faut considérer que la menace est réelle et qu'elle n'a pas de frontières. Nice, un prêtre assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray, un couple de policiers assassinés à Magnanville, sans compter les innombrables victimes de Berlin.
en Turquie, des tueries de masse qui fragilisent notre liberté. La sécurité est devenue une priorité pour l'ensemble des Français, et c'est surtout sur nos forces de police et de gendarmerie que nous devons compter. Mais je voudrais un petit instant m'arrêter sur l'article qui est paru dernièrement dans le Républicain Lorrain, il y a quelques jours, concernant les logements qui sont situés au-dessus des écoles, donc dans l'enceinte scolaire. Je voudrais dire à cette dame qui dénonce cette situation, sans a priori apparemment sur les locataires, que ces mêmes locataires sont connus d'une part des enseignants et que les services de la mairie ont toujours eu un regard attentif sur les demandes de location, comme le ferait n'importe quel bailleur sérieux. Ne tombons pas non plus dans la psychose, dès lors que par principe, il s'agit de pointer du doigt un problème qui n'en a jamais été un, et de surcroît, doit-on suspecter tout le monde. Un immeuble qui se situerait à proximité de l'établissement, mais à l'extérieur bien évidemment de l'enceinte, constituerait probablement un danger plus imminent parce que nous n'aurions aucune maîtrise d'une part sur les locataires, le choix des locataires, et que par ailleurs, le grillage séparatif du domaine public n'apporte aucune sécurité supplémentaire quant à une éventuelle intrusion au sein du domaine scolaire. Jusqu'à présent, et comme le dit le journaliste, Château-Salins ne constitue, à ma connaissance, pas une cible du terrorisme ou de la criminalité. Mais, dans tous les cas, il faut rester prudent. Nous avons exigé de nos locataires de ne plus rentrer leur véhicule dans l'enceinte scolaire. Et nous leur avons également demandé d'être vigilants lors du déverrouillage de la gâchette d'ouverture de la porte d'entrée. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en parler lors d'une prochaine réunion avec les parents d'élèves. Et je crois avoir aussi provoqué plusieurs réunions de sécurité, et ce problème a à peine été évoqué, mais sans conséquence. Un mot pour ce qui concerne nos forces de gendarmerie locale, je vais en parler aussi puisque l'état-major départemental de la gendarmerie nationale a retenu le projet d'une nouvelle construction sur Château-Salins, avec le regroupement programmé des brigades de l'EDEM Château-Salins et Vic-sur-Seille, en abandonnant l'idée de réhabilitation des locaux existants, qui chagrine effectivement beaucoup de mes collègues. L'achat du terrain sera financé par la ville et la construction des bâtiments pris en charge par un opérateur immobilier, après validation du projet par la DGGN, qui devrait intervenir courant 2019. Je voudrais également rendre hommage à un Cassel-Salinois qui s'est particulièrement distingué durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Marcel Heitz, que tout le monde connaît, un homme de conviction, qui a connu avec son régiment ses heures de gloire en Tunisie, au Maroc, à Monte Cassino en Italie, 3 batailles, et qui avait décidé, dès l'âge de 21 ans, de servir son pays. Et c'est au cours d'une très belle cérémonie militaire à la gloire de cet homme, engagé, que le chef de corps du CEFIM, à Dieuze, a rappelé les faits d'armes du sergent-chef Marcel Heitz, et je salue bien évidemment le capitaine représentant le chef de corps du CEFIM, qui nous fait également l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Et M. Marcel Heitz a été proposé comme parrain à la nouvelle promotion des jeunes engagés volontaires, en considérant ce Cassel-Salinois comme un guide et un exemple à suivre. Merci donc aux autorités, vous transmettez bien évidemment encore une fois mes remerciements aux chefs de corps et à vos hommes du CEFIM d'avoir choisi notre ami Marcel, que je connaissais personnellement, comme parrain de promotion qui fait également honneur à notre ville. Pour terminer, il reste une page. Ça ira. Pour terminer, je souhaiterais remercier toutes celles et ceux qui contribuent au dynamisme et au rayonnement de Château-Salins.